rejoignez, vous voyez cette image en direct de Washington. Il est minuit à Paris, 6h à Washington, édition spéciale sur ce défilé militaire historique voulu par Donald Trump pour les 250 ans de l'armée de terre des États-Unis. Ce 14 juin, hasard du calendrier, est aussi le jour des 79 ans de Donald Trump. C'est une démonstration de force comme la capitale américaine n'en avait pas connu depuis plus de 30 ans, depuis 1991 et l'opération en Irak. 200 000 spectateurs sont attendus, 7 000 hommes, des chars, des hélicoptères, mais aussi, vous le verrez, des manifestations d'opposition un peu partout dans le pays. Nous serons en direct de Washington le long du parcours avec Patrick Sauce, avec Sonia Dribi, avec Antoine Lard, mais aussi à Los Angeles avec Henri Arnaud, où une très forte manifestation d'opposition doit avoir lieu. Ce défilé, ses implications politiques, cette démonstration de force dans un contexte international ô combien tendu, vous le savez puisqu'on en a parlé. On va en parler sur ce plateau également avec nos spécialistes. Général Jérôme Pellistrandi, bonsoir, consultant défense BFM TV, merci d'être là. Laure Mandeville, bonsoir, grand reporter au Figaro, spécialiste de la Russie et des États-Unis. À vos côtés, Jean-Claude Bourgeois, bonsoir, avocat spécialiste des États-Unis. Le lieutenant-colonel Guillaume Ancel est toujours avec nous, ainsi qu'Ulrich Bouna et James Cohen nous a rejoint. Bonsoir, porte-parole des démocrates Abroad France, professeur à l'Institut du monde anglophone de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Mais tout de suite, alors que le vice-président J.D. Vance arrive en famille avec ses enfants comme il se doit sur la scène pour assister à ce défilé, on va retrouver Patrick Sauce. Bonsoir Patrick. La parade militaire tant souhaitée par Donald Trump va avoir lieu et les chiffres sont fous. Racontez-nous. Oui, ils sont totalement fous d'abord parce que vous l'avez dit, depuis 1991 et la victoire dans la première guerre du Golfe, il n'y a pas eu de parade militaire ou de défilé militaire de ce nom. En fait, les Américains ne défilent pas, ne font pas de défilé militaire. Les Américains que nous avons suivis de tous bords nous ont dit d'ailleurs, en fait, on est plutôt habitué à des défilés militaires dans les dictatures militaires. Et moi, avec un brin de cynisme et d'ironie, je rajoute oui, et aussi en France. Et effectivement, depuis 2017, Donald Trump n'a qu'une idée en tête, c'est avoir cette parade. On va être tout à fait transparent. Ce défilé, il devait avoir lieu alors que vous entendez vous entendez la clameur de la foule parce que Donald Trump est en train d'arriver avec un gun salute, c'est-à-dire un salut au canon qui est en train de se faire. Je me retourne parce que nous avons effectivement le couple présidentiel qui est juste derrière nous. Je vous explique, en fait, vous avez ce parcours qui va du Lincoln Memorial jusqu'ici et en fait, vous avez plusieurs ambiances. Vous avez beaucoup de vétérans qui sont le long du parcours et puis ici, il faut bien le dire, beaucoup de casquettes et de t-shirts rouges avec l'écriture évidemment Make America Great Again. Mais voici donc l'arrivée du couple présidentiel pour l'anniversaire du président, mais surtout, et c'est pour ça que la plupart des gens sont ici, pour les 250 ans de l'US Army. Patrick, alors qu'on voit ces images totalement spectaculaires, vous nous confirmez que cet étalage de force est très loin de la tradition américaine, rien à voir avec notre traditionnel défilé du 14 juillet qui a lieu chaque année. Là, c'est exceptionnel. Oui, alors je vais vous dire très clairement, vous entendez autour de moi, parce qu'il y a beaucoup de supporters de Donald Trump, vous entendez USA, USA. Ça, c'est la démonstration de force. Parce qu'il ne faut pas se méprendre, c'est l'US Army elle-même, l'armée de terre américaine, qui organise ce défilé. Et vous allez le voir, l'idée n'est effectivement pas de montrer que c'est l'armée la plus forte du monde. Vous n'aurez pas, par exemple, des remorques avec des missiles balistiques dessus. Non, il s'agit vraiment de retracer l'histoire glorieuse, parfois difficile de l'US Army. Vous allez voir des tableaux historiques qui vont se succéder de la guerre d'indépendance. On va écouter peut-être l'hymne américain.
américain Donald Trump qui donne donc le coup d'envoi de cette parade militaire à Washington. On voit le couple présidentiel. On vous rejoint, Sonia Dridi. Vous êtes au milieu de la foule venue assister à ce défilé. Oui, vous pouvez le voir derrière moi, le défilé a débuté. Les près de 7000 soldats sont partis du Pentagone et ils défilent désormais sur Constitution Avenue, la grande avenue qui longe le mall à Washington. Il y a beaucoup de ferveur, il y a des Américains vraiment de tous les âges, de toutes les origines. Beaucoup sont venus en famille. Je me trouve avec Steve qui est un pilote retraité de la Air Force. Hi Steve. Bonjour Steve, merci d'être avec nous. Pourquoi était-ce important pour vous d'être ici aujourd'hui ? C'est un grand jour aujourd'hui. Je suis retraité de l'armée de l'air et j'ai parfois été dans des zones de guerre et en Afghanistan, en Irak. J'ai passé 35 ans dans l'armée, donc j'ai beaucoup de respect pour notre armée et je suis vraiment content de voir cette célébration pour le 250e anniversaire, notre journée du drapeau. Et c'est également l'anniversaire du président Trump. C'est également extraordinaire à célébrer. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici. Merci de l'opportunité de parler avec vous. Pensez-vous que c'était une bonne idée de la part du président et de son administration d'organiser ce défilé militaire? Oui, bien sûr. Je pense que nos soldats, l'armée de l'air, mais aussi l'armée de terre et les marines servent notre pays. Et je pense que la population américaine adore notre armée. Il faut les honorer avec ce défilé pour le 250e anniversaire. C'était vraiment une bonne idée. Je suis heureux que nous le fassions. Une dernière question. Que répondez-vous aux critiques et à l'opposition qui disent que c'est autoritaire? Je ne pense pas. Quand on honore ceux qui ont servi tous les citoyens de ce pays, eh bien, je pense que ça n'a rien d'autoritaire. Simplement, c'est une marque de respect et ça aide à bâtir, je pense, ça aide à nos citoyens à comprendre que notre pays est vraiment grand parce qu'ils se battent pour que nous soyons ensemble. Merci. Et il y a donc des dizaines de milliers d'Américains ici réunis le long du mall qui mène à la Maison-Blanche et le président se trouve sur les gradins en face de la Maison-Blanche. Il y a vraiment un contraste en ce moment dans la capitale avec beaucoup de démocrates qui ont quitté la ville pour ne pas assister à cette parade et puis de nombreux Américains qui sont venus de tout le pays pour célébrer le 250e anniversaire de l'armée et le 70e anniversaire du président. Sonia Dridi en direct de Washington, ce défilé spectaculaire, mais aussi la polémique qui l'accompagne. On va en parler tout d'abord, Général Pellistrandi. Un mot sur ce qu'on est en train de voir, parce que ce sont des tableaux successifs, hein, c'est bien ça? Oui, qui sont là pour retracer l'histoire de l'US Army. Ce qui est très intéressant, c'est que là, donc, on a la période, on va dire, de la naissance des États-Unis et il y a un lien très fort avec, bien sûr, la France, hein, puisque c'est bien parce que le roi Louis XVI, à l'époque, envoie le marquis de Lafayette et Rochambeau au secours des insurgés américains. Et ça, c'est un élément qui est très important, cet élément constitutif, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'appui de la France... Donc, tout revient toujours à Paris. Mais oui, mais il faut le dire. Et donc, voilà, c'est un élément qui est extrêmement important. Et la personnalité de Lafayette est une personnalité qui reste aujourd'hui encore extrêmement vivace dans la mémoire collective américaine. Je prends rien qu'un exemple, hein. Il y a toujours, depuis des décennies, il y a toujours un bâtiment de combat de l'US Navy qui s'appelle Lafayette. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important dans la culture militaire américaine. Alors un mot sur cette image, parce que c'est bien fait, c'est fait à l'américaine, c'est spectaculaire, bien évidemment. On a l'impression d'assister à une super production hollywoodienne, c'est extrêmement beau. 6600 soldats, 150 véhicules, une cinquantaine d'hélicoptères. On voit le sourire du président. Il le voulait, ce défilé, il le voulait déjà lors de son premier mandat. Ça ne s'était pas fait. Là, il a enfin obtenu ce qu'il voulait, Claude Bourgeot. Oui, je pense que si effectivement cette parade avait eu lieu dans un contexte plutôt bipartisan, et on a vu que certains démocrates sont partis, ça serait probablement mieux passé et mieux expliqué également par le président. Et vous voyez bien que dans l'interview que vous êtes, dans le son que vous avez diffusé, la personne qui répond dit c'est le 250e anniversaire de la naissance de notre armée et l'anniversaire de notre président. C'est là où ça crée la polémique, c'est d'associer les deux, le fait qu'on mette le président un peu au mieux et lui-même s'est laissé un peu avoir par cette histoire. On peut comprendre les réticences d'un certain nombre de démocrates au sens large du terme. James Cohen, comment vous vivez ce défilé, cette journée?
Je ne suis pas impressionné. Nous sommes plusieurs millions à ne pas être impressionnés du tout parce qu'il n'a pas résisté à la tentation de personnaliser la chose. Il y a une autre fête qui s'appelle Memorial Day qui a lieu le 26 mai. Il aurait pu faire ça à ce moment-là et en faire quelque chose de moins partisan, mais non. Il veut affirmer son autorité personnelle et l'autorité d'un gouvernement de moins en moins démocratique chaque semaine et un gouvernement, une administration qui vient d'envoyer des troupes militaires contre des civils dans la ville de Los Angeles en menaçant de le faire ailleurs. Non, c'est pas un bon jour pour la démocratie. Petite idée. Hein. Guillaume Ancel. Peut-être aussi rappeler que les militaires américains ont été très hostiles à l'organisation de ce défilé, parce que ça fait 5 ans que Donald Trump leur en parle. Alors, leur première raison... Même si le rapport entre l'armée américaine et le président américain n'est pas le même que lors de son premier mandat. Oui, mais il a toujours été difficile, ce rapport-là. Alors évidemment, les militaires américains disent que ça coûte horriblement cher de monter un truc pareil, il n'y a pas vraiment de raison. En réalité, il y a surtout une tradition de non-implication dans la politique américaine. C'est très choquant pour les Américains. À plusieurs reprises, Donald Trump a voulu faire appel à eux pour les impliquer notamment sur la contestation du résultat de l'élection de Joe Biden. Et les chefs d'état-major américains avaient fait ce qui était exceptionnel, une tribune commune pour dire non, l'armée américaine ne doit pas s'impliquer sur les sujets politiques. Et puis la relation avec Donald Trump a toujours été difficile. Ça, c'est Ulrich qui connaît bien le sujet. Attendez Ulrich, on va tout d'abord aller retrouver Patrick Sauce qui nous attend. Patrick Sauce, vous vivez pour nous ce défilé. On a vu le large sourire de Donald Trump, visiblement satisfait d'avoir eu enfin sa parade militaire. Il louchait dessus un peu depuis un 14 juillet à Paris. Oui, c'est vrai qu'il a croisé les doigts et il a même tweeté ou en tout cas envoyé un message en disant qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, j'aurai cette parade. C'est très compliqué, je rebondis quand même sur le débat que vous avez ouvert, Karine, avec cette armée parce que oui, on est au cœur d'un conflit qui est en train de grandir entre Iran et Israël, mais on est aussi au cœur d'une semaine extrêmement difficile et très polémique, politique autour de l'US Army. On a un président qui a été élu notamment parce qu'il voulait arrêter ces guerres sans fin. Il ne veut plus envoyer un seul soldat américain dans une guerre très, très lointaine. Vous allez voir dans les tableaux différents des évocations de soldats qui sont partis sur les plages de Normandie, qui sont partis sur des côtes qui avaient simplement des numéros au fin fond du Vietnam ou encore en Afghanistan. Il n'en veut plus. Oui, mais son armée, il veut l'envoyer contre ce qu'il appelle les ennemis de l'intérieur, les migrants clandestins. Il a envoyé non seulement la garde nationale, mais surtout des Marines et ça a fait polémique, y compris chez les gens ici qui sont venus le voir. Alors il a sa parade, oui, mais c'est vrai que lorsqu'on écoute, hormis les quelques casquettes rouges que vous voyez ici, qui sont les MAGA, vraiment Trumpistes jusqu'au bout des ongles, vous avez beaucoup de vétérans qui sont là. Écoutez, moi je suis d'abord là pour les 250 ans de l'armée, une armée qui s'est créée 1 an avant l'indépendance, et puis surtout on voit beaucoup de t-shirts, je suis vétéran, je suis fier d'être un parent de soldats, et on connaît, et on va en parler très certainement, la difficulté d'être soldat américain. Vous partez très loin, très longtemps et parfois pour des causes que vous ne connaissez pas. Lorsque vous passez plusieurs mois, voire des années en Irak, que vous faites plusieurs tours, c'est difficile et on comprend que ça mérite le respect. Merci beaucoup Patrick. Oui, parce que la dernière fois qu'il y avait eu un défilé militaire à Washington, c'était en juin 91, 8000 soldats. Après l'opération Tempête du désert contre l'Irak, il y avait eu 200 000 personnes qui étaient venues. La nation avait fait cohésion pour ce défilé-là. Les circonstances sont un peu particulières, mais le peuple américain salue son armée et a besoin de le saluer. Mais je salue toujours son armée. Il y a un vrai respect au sein de la société américaine des vétérans. Lorsque vous allez à un match de sport par exemple, ou même dans les transports par exemple quand vous prenez l'avion, les vétérans sont salués par la foule, ont un statut spécial, etc. Il y a un vrai respect pour le coup de l'ensemble de la société américaine vis-à-vis justement de ceux qui font le service et qui mettent leur vie en jeu pour les États-Unis. En revanche, et effectivement c'est un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que pour le coup Donald Trump, lui, il n'a absolument aucun respect des vétérans. C'est-à-dire qu'au-delà effectivement de cette volonté d'affichage, de dire regardez, je soutiens l'armée, je suis un homme fort. Il y a une volonté déjà de politiser l'armée. Au-delà de son utilisation en Californie, les discours qu'il a fait devant les militaires étaient quand même politiquement très orientés, ce qui pose une vraie question. Et deuxièmement, en fait, pour le coup, il coupe dans les budgets justement attribués aux vétérans. Les militaires qui ont été envoyés en Californie étaient stockés ils n'avaient même pas d'endroit pour dormir. Ils étaient dans des hangars. Donc il y a une vraie
décalage entre l'affichage de Donald Trump et au quotidien ce qu'il donne comme, on va dire, attention vis-à-vis des militaires. Alors justement, puisque vous évoquez la Californie, on va prendre la direction de Los Angeles parce que c'est une journée aussi où il y a énormément de rassemblements, à peu près 2000 à travers tout le pays, à New York, à Chicago, mais aussi à Los Angeles, contre cette journée, contre l'autoritarisme de Donald Trump. On vous retrouve, Henri Arnaud, un rassemblement qui prend de l'ampleur à Los Angeles ? Alors, non seulement le rassemblement prend de l'ampleur, mais je peux vous dire que la température monte ici en Californie, mais elle est en train de monter également derrière moi. Je pense que vous voyez la foule. On parle de plus de 10 000 personnes uniquement au centre-ville de Los Angeles et il y a plus de 30 rassemblements dans la grande agglomération de LA. Autant vous dire que derrière moi, vous avez à la fois la garde nationale, la police et des marines viennent de prêter renfort pour protéger le bâtiment fédéral où je me trouve. On sait par expérience depuis plus d'une semaine que c'est en fin de journée que les problèmes et les tensions arrivent. Et malheureusement, je ne serais pas surpris si dans l'heure qui vient, en même temps que le défilé à Washington se déroule, ici aussi, on a de plus en plus de problèmes. Il y a des drones qui nous survolent, des hélicoptères en l'air. Et on m'a fait remarquer qu'il y avait des équipes SWAT, les commandos de la police, qui observent des toits des bâtiments autour de nous, ce qui est en train de se passer ici, parce que la foule s'échauffe rapidement. Henri Arnaud, parce que Donald Trump a été très clair, hein, il a promis une réponse très dure en cas de débordement. Oui, mais vous entendez des pétards. On a souvent eu des feux d'artifice ces derniers jours qui ont été tirés contre les policiers. L'autoroute que nos téléspectateurs ont vu bloquée par des manifestants est à quelques dizaines de mètres de l'endroit où je me trouve. Il y a beaucoup de gens sur les ponts pour l'instant qui vont certainement essayer à nouveau d'envahir cette autoroute. Et on le sait, il y a un couvre-feu qui démarre à 20h. C'est le même scénario qui se reproduit, j'ai l'impression de vous dire, tous les jours. Plus la journée avance, plus les esprits s'échauffent. Et quand on commence à voir arriver quelques dizaines de personnes avec des casques, avec des cagoules ou avec des bandanas devant le visage, on se dit que c'est là où les choses peuvent s'envenimer. Et c'est certainement pour ça que derrière moi, devant ce bâtiment fédéral, vous voyez un amas de policiers, de gardes et de militaires qui viennent de prendre possession. Henri Arnaud en direct de Los Angeles et ces deux images qui montrent très bien la fracture que vit l'Amérique aujourd'hui. Laure Mandeville, c'est une journée très particulière, ça devrait être une journée de célébration, mais c'est une journée qui montre les dissensions à l'intérieur de ce pays. Exactement, je crois qu'on voit vraiment ce face-à-face qui est frappant sur vos images de cette Amérique fracturée. C'est vrai que d'un côté... il y a ce qui se passe à Washington et moi je voudrais quand même un petit peu tempérer peut-être ce qui a été dit en disant qu'il y a quand même dans la population américaine et notamment dans l'armée un gros attachement en fait à la chose militaire. Il y a un rapport entre l'armée et la nation qui est très fort aux États-Unis. Et je dirais aussi d'ailleurs qu'il y a énormément de militaires qui sont d'accord avec l'idée du défilé et qui ne sont pas contre Trump. C'est-à-dire, je crois qu'il a été dit qu'il y avait une tension entre Trump et les militaires. C'est peut-être le cas avec un certain nombre de hauts gradés, mais il ne faut quand même pas oublier que les militaires ont voté massivement pour Trump. C'est-à-dire, c'est son électorat. Et il me semble quand même que dans l'ensemble, dans l'Amérique trumpiste, l'idée du défilé, elle est acceptée. Ils sont contents de revenir sur leur passé. C'est une question aussi de mémoire. Moi, ça m'a beaucoup frappé aux États-Unis, cette idée qu'il faut faire justement des reconstitutions historiques, des grandes batailles. Ils aiment ça. Parce que dans ce défilé, on va évoquer la guerre d'indépendance, la guerre de sécession, les deux guerres mondiales, mais aussi le Vietnam. Donc c'est toute l'histoire des États-Unis. Le Vietnam n'est pas l'objet d'un consensus. Voilà. Et justement, alors ce qui est intéressant, c'est que il y a toute une partie de l'histoire. Vous avez raison, c'est-à-dire que la guerre de Corée n'a pas été célébrée, la guerre du Vietnam n'a pas été célébrée. Donc c'est vrai qu'il y a eu, pendant des années, il n'y a pas eu de célébration au retour de ces guerres. Et c'est vrai qu'il y a eu une dissension qui s'est créée aux États-Unis entre une Amérique, je dirais, militariste, patriotique,
pro et une Amérique anti-militariste. En réalité, c'était très puissant dans les années 50-60. Et je pense que dans le fait que les démocrates quittent Washington au moment où se tient cette parade, c'est sur le plan politique. Ça ne fait pas les démocrates des antimilitaristes, nécessairement. Mais non, pas du tout. Mais je me demande si ce n'est pas, une sorte de métaphore du fait qu'ils quittent le terrain, ils abandonnent le terrain de la nation et du thème patriotique. La rue est occupée partout ailleurs. À Trump. Et au contraire, il occupe, et pour lui, il peut utiliser en fait ces manifestations, si elles tournent mal, en disant, regardez, moi, j'ai l'Amérique du pays qui aime la nation, de l'ordre, regardez. On va nouveau aller à Washington avant de poursuivre nos débats en plateau. On va retrouver Antoine Lard qui se trouve dans la foule toute proche de ce défilé. Oui, exactement. Les premières gouttes de pluie tombent ici sur la capitale américaine. Il y a une alerte aux orages sur Washington. Il y avait donc un doute sur le maintien du programme aérien notamment. Pour l'instant, ça tient. Le premier avion est passé tout à l'heure. Les premiers parachutistes aussi, sous les applaudissements nourris de la foule. On va aller voir Amber qui arrive de très loin, du Michigan. Hi Amber, you come from Michigan. Vous venez du Michigan. Pourquoi êtes-vous venu de si loin? On est venu ici pour pouvoir visiter la Maison Blanche. Et ensuite, on s'est retrouvés à être pendant cette journée. Donc ça a été une bonne coïncidence. Que pensez-vous du défilé? Je pense que c'est formidable. C'est formidable que nous honorons notre armée et nos soldats. Vous savez qu'il y a une controverse à propos de ce défilé. Certains disent que Trump l'a fait pour son anniversaire. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il est. Je pense qu'il honore notre armée et que c'est à propos de notre armée, c'est tout. Vous êtes une supportrice de Trump, c'est écrit sur votre casquette MAGA. Vous êtes là pour l'armée ou pour Donald Trump ou pour les deux? Pour les deux. L'un autant que l'autre. C'est un honneur d'être ici ce week-end, tout en sachant qu'on allait pouvoir célébrer notre armée. Donc de faire ça et de célébrer l'anniversaire de président Trump, c'est formidable. Qu'est-ce que l'armée représente pour vous? La liberté. Oui, c'est ça, la liberté. Merci et bon défilé. Voilà, donc il y a essentiellement ici autour de nous des supporters de Donald Trump. On le voit sur les t-shirts, les casquettes. On a vu 2 ou 3 protestataires, 2 ou 3 manifestants avec des panneaux anti-Trump, anti-militants, anti-guerre également, dont l'un d'entre eux qui a été expulsé par la police, expulsion en douceur. Il a été exfiltré, il n'a opposé aucune résistance, mais expulsion sous les applaudissements du public, essentiellement trumpiste ici aujourd'hui à Washington. Antoine là en direct de Washington. Général Pellistrandi, un petit mot sur ces images. Oui, alors en plus, il se trouve que je dois être l'un des rares ayant servi au sein de l'armée américaine, parce que j'ai passé plusieurs mois à CENTCOM, donc ce que je vois, c'est que alors vous avez une alternance en fait d'unités modernes, là, donc la musique avec l'uniforme moderne, et puis des uniformes d'époque qui retracent effectivement l'histoire de l'US Army. Donc on a vu la guerre d'indépendance, on a vu la Civil War, la guerre de sécession, la Première Guerre mondiale, avec aussi, c'est un élément qui est très important qu'il faut prendre en compte. Là, on a la Première Guerre mondiale, le fait que l'US Army a alterné des périodes où il s'agissait d'armées professionnelles en tout petit effectif. C'est notamment ce qu'on voit un peu dans les westerns, hein, pour simplifier. Et puis des armées très grosses. Ça va être notamment le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, pendant la guerre du Vietnam, mais voilà, il y a cette alternance au sein de l'US Army qui rend d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de travaux de sociologie militaire sur cette relation entre l'US Army et l'opinion publique, parce que ça a varié en fonction du statut des militaires, armée professionnelle très refermée sur elle-même, d'ailleurs loin des grands centres urbains. C'est notamment le cas au XIXe siècle, c'est le cas entre les deux guerres, et puis, bien sûr, à partir de la Seconde Guerre mondiale, un lien complètement différent. Et vous avez effectivement souligné, aujourd'hui, le fait d'être vétéran. Je terminerai par un élément qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une carrière politique à Washington, si vous êtes un trentenaire ou un cadre, si vous n'avez pas été vétéran,
que ce soit démocrate ou républicain, c'est même pas la peine d'essayer de se présenter. Ulrich Bonnat. Peut-être juste par rapport à ce défilé, en fait, je pense qu'il y a quand même un consensus cette année pour dire qu'effectivement honorer l'armée américaine, l'armée terre américaine. On est quand même sur une date anniversaire. Voilà, c'est une date anniversaire, c'est important. Et là où finalement l'un des juges de paix aussi de si Donald Trump effectivement est juste là pour faire honneur à l'armée de terre, aussi il y a une volonté vraiment de politiser les choses et de transformer une espèce de république un peu bananière qui fait des défilés militaires tous les ans. Pour le coup, c'est l'an prochain en fait. L'an prochain, c'est les 250 ans des États-Unis. Et donc effectivement, est-ce qu'il va refaire une nouvelle parade militaire le jour de son anniversaire ou le 4 juillet? Pour le coup, ce sera aussi une façon de montrer finalement si Donald Trump là, c'était juste un ballon d'essai, on va dire, et ça va pas plus loin. Ou aussi, au contraire, il y a une volonté de véritablement utiliser l'armée américaine pour son propre bénéfice politique. On va retourner voir Patrick Sauce à Washington. Patrick, on voit ce défilé qui se déroule sous nos yeux. Antoine Hollard disait quelques gouttes de pluie, mais tout est réglé au millimètre. Tout se déroule selon les plans prévus pour le moment. Oui, et de façon très américaine, ce qui peut nous étonner, nous Français. En fait, vous ne vous l'avez pas vu sur le signal international, mais au moment de présenter la séquence sur la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a eu un écran avec une grosse voix bien américaine. Vous expliquez que cette séquence sur la Première Guerre mondiale vous est offerte par Lockheed Martin. Tout est absolument sponsorisé, alors que le défilé aérien est en train de commencer aussi, puisqu'il y a, je vois des avions de la Seconde Guerre mondiale qui passent au-dessus de nous, mais il faut quand même imaginer qu'il y a un défilé très très américain, c'est-à-dire que on le voit un petit peu comme lors de fêtes foraines ici ou lors des matchs de baseball, c'est-à-dire que les gens se baladent, ils vont aller voir et vont marcher assez vite pour aller voir les hommes arriver en uniforme de la Première Guerre mondiale, et puis ensuite ils vont se diriger vers les food trucks pour aller manger. Ils se baladent d'un endroit à un autre, il pleut, ils vont essayer d'aller s'abriter, et puis ils regardent ce spectacle qui est de plus en plus interactif, parce qu'évidemment on va arriver avec la Seconde Guerre mondiale sur les chars, sur les avions, et puis plus ça va avancer, plus on va avoir droit à des chars de plus en plus gros. Je lève la tête encore une fois parce que vous les voyez au-dessus de nous, sans doute, avec le cinéma international, ces bombardiers, mais également ces avions qui ont permis à des dizaines de milliers de parachutistes américains de sauter notamment sur la Normandie il y a 81 ans. Merci beaucoup Patrick Sauce. C'était important pour Donald Trump qu'on reparle de la Seconde Guerre mondiale à Washington, parce qu'il a dit, en gros, les Européens ont célébré, mais c'est nous les Américains qui avions gagné cette guerre. C'était donc important aussi que ça soit célébré chez nous. Oui, mais à ce moment-là, effectivement, comme l'a fait remarquer Jérôme tout à l'heure, le président américain devrait remercier Lafayette, pas Zelensky, mais bien Lafayette, en lui disant que c'est grâce à Lafayette que les États-Unis ont pu acquérir, en tout cas se battre pour leur indépendance. On voit que Trump a quand même besoin d'utiliser le prestige de l'armée aux États-Unis à des fins malgré tout très personnelles, et de montrer comment il s'identifie à la puissance militaire des États-Unis, alors qu'il a tout fait pour éviter de servir dans l'armée. C'est ça qui est aussi très paradoxal chez ce personnage, cette espèce de volonté de mettre en avant une image militaire et une relation assez condescendante vis-à-vis des militaires, qu'à plusieurs reprises il a traité comme si c'était des gens décérébrés, qu'en tout cas qui n'étaient pas des winners comme voilà, lui. Et donc entre The Art of the Deal et The Art of the War, on ne sait pas très bien où le situer. Jean-Claude Beaujour, sur ce rapport de Donald Trump à l'armée. Alors, juste une chose, juste un point. On oublie effectivement qu'on a eu Eisenhower qui était un grand militaire. On a eu aussi très récemment McCain qui était candidat et qui a été un grand militaire. Donc, effectivement, il y a un attachement assez fort. Sur Donald Trump, bien sûr, il souffle le chaud et le froid. Il va là où il tire avantage. Parce qu'on se rappelle qu'il a nommé quand même un secrétaire à la Défense qui n'était pas un grand militaire et qui a plutôt fait, réagir dans les troupes avec des idées un peu paradoxales. Donc je crois que le président, en tout cas dans son tempérament, dans sa philosophie, il est pareil à lui-même, c'est-à-dire que ce qui peut le servir, et c'est avant tout un homme politique, c'est-à-dire qu'il sent le pays, il sait, et je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, si ça n'était le moment qui est mal choisi et qui arrive en des circonstances très compliquées. Il a été dit effectivement à l'instant qu'il y a eu les événements de Californie, il y a eu ce rapport extrêmement compliqué avec un certain nombre de militaires.
pour autant, le peuple américain reste attaché à ses militaires, à la défense, à l'honneur qu'ils font, que les boys font au pays, et c'est donc il en tire avantage. Alors le fait à côté que ce soit qu'il y a eu des tiraillements, c'est pas bien grave. Il sait qu'en termes de communication, ce que l'on retiendra, ce que retiendront la plupart des Américains, c'est qu'on a célébré cette Amérique qui existe, cette Amérique qui est forte, ces hommes que vous saluez dans la rue. Et la première chose, on le disait tout à l'heure, la première chose que vous faites lorsque vous rencontrez un militaire, vous le remerciez pour le service. Vous thank you for service. Et donc ça montre bien ce réflexe, on l'a au quotidien, c'est assez spontané, ce que nous ne faisons pas ici en France. Non, et d'ailleurs, moi j'avais rencontré des militaires français qui étaient en poste à Washington quand j'étais là-bas, et qui me disaient, ils avaient été plusieurs fois approchés, ils étaient en uniforme pour des cérémonies auxquelles ils avaient participé, ils avaient été approchés par les gens qui les remerciaient, qui n'avaient pas réussi à distinguer d'ailleurs le fait que c'était l'uniforme français, et ils disaient que ça leur avait fait énormément plaisir, et ils disaient, nous sommes un peu envieux de la manière dont les militaires... Général Pellistrandi, je sens que vous avez envie de nous parler de ces chars. Alors, oui, parce que ça, c'est les chars de la Seconde Guerre mondiale, c'est la puissance industrielle américaine. Il y a une chose qui est très intéressante parce que, oui, il n'y a pas la tradition de défilé militaire aux États-Unis comme nous l'avons, par exemple, nous, pour le 14 juillet. Néanmoins, les parades militaires sont fréquentes dans la vie des unités. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu tout à l'heure, par exemple, les militaires, c'est pas très martial. Comparé. C'est ce que j'allais vous dire. Mais en termes de cadence, on n'est pas sur la même chose qu'on vit le 14 juillet. Ou qu'on vit sur la place rouge. Et ça, mais c'est très. J'aurais pas osé la comparaison. Oui, mais c'est très significatif, justement, de voir la différence de culture. Parce que quand on regarde, par exemple, dans les archives, les parades de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou ainsi de suite, il y a cette même, je ne veux pas dire nonchalance, mais il n'y a pas cette martialité, en utilisant ce terme, que l'on voit dans d'autres types d'armées. Et ça, c'est très significatif de l'état d'esprit, notamment de l'US Army, enfin du militaire américain, et ça à travers les décennies. On n'est pas dans le martial comme on peut l'être dans d'autres pays. Je pense justement, Place Rouge, on l'a vu le 9 mai. James Cohen, vous regardez avec nous ces images et ce défilé, et on l'a dit, tous les Américains sont profondément attachés à leur armée, à leurs militaires. Quand vous voyez ces images, même si vous êtes contre ce qu'en fait Donald Trump, vous avez tout de même un petit pincement au cœur. Écoutez, je suis chez les démocrates. Je sais que chez nous, chez les démocrates de l'étranger, il y a quelques milliers, plusieurs centaines ou quelques milliers d'anciens combattants. Ils sont très organisés et ils sont parmi les premiers à nous rappeler ce qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir que les militaires ne sont pas très bien traités. Sous Trump, l'agence qui traite les affaires des anciens combattants, de Veterans Administration, fait partie des agences ravagées par les coupes sauvages de Musk, de Trump et compagnie, et qui n'ont pas fini. Il y a là plus qu'un paradoxe. Peut-être un mot sur l'importance des vétérans, parce que c'est compliqué pour nous Français de le comprendre. Il faut bien réaliser qu'aux États-Unis, en réalité, il n'y a pas de statut de carrière. Tout le monde est contractuel. Même quand on fait West Point, l'équivalent de Saint-Cyr, en fait, on est contractuel. Et donc, le temps de service aux États-Unis est beaucoup plus réduit dans les faits, ce qui fait qu'on a entre 20 et 25% de la population qui a une expérience militaire. Et du coup, toute cette population-là qui part jeune de l'armée, elle fait une carrière dans le civil, dans les entreprises ou dans l'administration, et elle est très sensible au programme des vétérans parce qu'elle va passer une partie de sa vie avec les avantages que lui confère le fait d'avoir servi dans l'armée, et notamment les programmes de santé, dont on sait que le service de santé est extrêmement coûteux aux États-Unis, et c'est un des avantages auxquels les vétérans sont très attachés, c'est de se dire je ne serai pas obligé de gager ma maison le jour où j'aurai un cancer. Donc quand Elon Musk est venu faire des coupes sombres à l'intérieur du programme, sachant que Elon Musk fait partie de cette génération qui ne s'imaginait même pas faire un service militaire, les vétérans ont été très choqués parce qu'ils disent mais attendez là, on ne se rend pas compte, nous on sert les États-Unis, on part loin, on part longtemps, on risque nos vies, mais derrière on n'a pas le droit de venir nous faire les poches. Et donc pour les Américains, les vétérans, c'est quasiment un quart de la population aux États-Unis, et c'est vraiment un sujet culturel aux États-Unis auquel il faut faire très attention.
On va retrouver Sonia Dridi qui se trouve dans la foule, qui suit ce défilé. Sonia. Oui, avec beaucoup d'Américains qui sont toujours très enthousiastes. Il y a eu beaucoup de clameurs, notamment lorsque les premiers chars ont été aperçus. Il y a notamment 28 chars Abrams qui font partie de ce défilé. Des Américains qui sont venus d'un peu partout dans le pays. On en a rencontré qui viennent de Floride, du Massachusetts. Et je suis avec Angelo qui est venu de la ville de Richmond en Virginie. Hi Angelo, thank Bonjour you so Angelo, much for being merci with us d'être avec today. nous. So why was it, important Pourquoi for you était-ce to be important here? pour vous You d'être traveled from ici? Richmond just to Vous be êtes here venu de today. Richmond pour être ici. Oui, c'est une formidable expérience personnelle de voir l'armée qui a permis de gagner les 2 guerres mondiales. Cette armée protège les idéaux américains et les valeurs occidentales. C'est formidable. Et en même temps que ce défilé, à Washington, il y a des manifestations à travers le pays. Nombreuses personnes manifestent contre les politiques de Donald Trump, en particulier sur l'immigration. Êtes-vous satisfait avec la présidence de Trump? Je vois que vous avez un chapeau MAGA. Oui, je suis très satisfait. Je viens des Philippines. Je suis venu ici et vous savez, il faut respecter la loi. La loi est à la base de toutes les sociétés du monde. Dans toutes les sociétés humaines, il faut respecter la loi. Donc les gens qui viennent ici doivent le faire de façon légale. Avec ce qui se passe à travers les États-Unis, les manifestations, eh bien, je pense que c'est la démocratie. On peut manifester, on peut dire ce qu'on veut. Donc les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Merci d'avoir été avec nous, Angelo. Angelo qui parlait juste à l'instant de la manifestation No Kings, pas de roi, parce que en même temps qu'il y a ce défilé ici à Washington, un peu partout dans le pays, il y a des manifestations pour dénoncer la politique de Donald Trump. Et là, on a entendu la clameur encore de la foule au moment où les chars défilent. Il y a beaucoup d'enthousiasme et une foule, encore une fois, très diverse avec des personnes de tous les âges, de toutes les origines. Merci beaucoup Sonia. On va retrouver Patrick parce qu'il y a les chars, mais il y a aussi les hélicoptères. Patrick, les hélicoptères qui ont été utilisés pendant la guerre du Vietnam et qui arrivent dans le ciel de Washington. Oui, on vient de les voir passer, surtout on les a entendus. On ne va pas se cacher, Karine, au-delà de toutes les polémiques, pourquoi on est venu aussi ici à Washington voir de près l'US Army? Parce que c'est l'armée la plus fantasmée, c'est l'armée la plus montrée au cinéma. Et évidemment, avant de voir même ces hélicos de la guerre du Vietnam, les hélicos Huey, on les a entendus. Il manquait juste la chevauchée des Valkyries. On était presque dans Apocalypse Now. Et effectivement, il faut un petit peu suivre lorsqu'on est habitué au défilé du 14 juillet en France. C'est-à-dire que vous sentez que c'est un peu plus haché. Il y a parfois des pages de publicité. On passe du moderne à l'ancien. Vous n'avez pas, comme sur les Champs-Élysées, un défilé aérien qui se passe vraiment sur Constitution Avenue dans l'axe. Mais non, ça passe vraiment sur le Mall ici et ça tourne autour du Washington Monument. Mais ça reste extrêmement impressionnant. Et effectivement, comme le dit le général Payistrandi, il y a ce côté très américain. C'est-à-dire qu'on est là pour le show, pas forcément pour être sur une démonstration de force militaire comme ça peut l'être aussi du côté de la France le 14 juillet. C'est un jour national pour l'armée, vraiment qui est préparé, on le dit toujours, comme une opération militaire. Il y a cette espèce de nonchalance très américaine et aussi cette assurance très américaine, alors qu'on est en train d'entrer dans les tableaux historiques de guerre que finalement les Américains ont plutôt perdu, sauf pour la première guerre du Golfe. Mais pour ça, il y a quand même un respect parce que là, on est dans une période où il y a eu une armée professionnelle, mais aussi énormément de conscrits pour la guerre du Vietnam. Merci beaucoup Patrick. Alors qu'on voit que le président Donald Trump s'est levé pour saluer les troupes, il y a ces images bien évidemment XXL de ce qui se passe à Washington, cette super production tout droit sortie d'Hollywood et qui pourtant se déroule dans les rues de Washington. Et il y a aussi ces images de ce qui se passe à Los Angeles parce que en parallèle il y a une opposition très forte à travers tous les États-Unis. 2000 rassemblements à New York, à Los Angeles, à Chicago, à travers les 50 États. On espère 25 000 personnes sont attendues à Los Angeles pour cette journée No Kings, pour protester contre l'autoritarisme de Donald Trump. Jean-Claude Beaujour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces rassemblements qui ont lieu en même temps, en parallèle? Alors, on peut y voir il y a deux façons de les voir. On peut se dire que c'est dramatique parce que finalement,
il conteste le fait dans ces manifestations, le no kings, on ne veut pas de roi parce que c'est une façon aussi de dire on ne veut pas d'un pouvoir entre les mains d'une seule personne, on ne veut pas de ce pouvoir qui dit ou qui laisse dire que l'on devrait ignorer les décisions de justice, on ne veut pas de ce pouvoir qui ignore qu'il y a un état de droit et qu'il faut respecter l'état de droit. Donc ça, c'est ce que disent ces manifestations et c'est vrai que c'est important parce que l'Amérique dans le même temps s'interroge. On a bien vu qu'il y a une Amérique qui est fière de son armée et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de démocrates qui sont fiers de leur armée. Pour autant, il y a cette Amérique et elle commence à bouillonner qui dit attention, on ne veut pas, on refuse la façon dont le gouvernement s'y prend pour mettre en place sa politique. Parce que contrairement à ce que disait la jeune femme qui a été interrogée, c'est pas tant le fait que des clandestins soient renvoyés. Quand on est en situation irrégulière, on peut comprendre qu'un gouvernement dise, une administration dise, vous êtes en situation irrégulière, je vous renvoie. Ce qui est dit en réalité, c'est on peut renvoyer, mais à condition de respecter un certain nombre de règles, l'état de droit, parce que les États-Unis, c'est pas simplement la première puissance militaire, c'est aussi la plus vieille démocratie, c'est une grande démocratie, et où l'état de droit est le pilier central de la société américaine. Et c'est cela que cela veut dire, et c'est aussi un message non seulement pour l'ensemble des Américains, mais pour l'ensemble des grandes démocraties. Faisons attention à ce que l'état de droit reste au cœur de nos systèmes. On va retrouver Henri Arnaud qui se trouve pour nous à Los Angeles. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Possible, car vous entendez peut-être des sirènes au moment où je vous parle. Il y a plusieurs trucks de l'armée qui viennent de passer à proximité et il y a également plus d'une centaine de policiers qui sont, j'ai pas d'autres mots, cachés derrière le bâtiment fédéral, ce qui veut dire qu'à mon avis, tous ces gens-là sont prêts à charger la foule, car encore une fois, les esprits s'échauffent, et c'est vrai qu'on a droit ici, et forcément à beaucoup de démocrates, mais j'ai également vu des vétérans dans la foule, et l'un d'eux avait un panneau « Non à la guerre israélo-américaine en Irak ». C'est tout vous dire par rapport à la foule bigarrée qui est ici à Los Angeles. Une précision aussi importante, le rassemblement de Los Angeles est très très important. Il reste quelques heures avant le début du couvre-feu pour que tous ces gens partent d'eux-mêmes, ou sinon ils seront dispersés de force, justement par toutes les forces en présence ici. Et encore une fois, est-ce qu'on s'attend à avoir des bombes lacrymogènes pour disperser les gens? Il y a quelques minutes, une rangée entière de militaires s'est avancée sur les premières marches du bâtiment fédéral qui est derrière moi pour inciter la foule à reculer. Ça a été des cris, ça a été des insultes. Pour l'instant, il n'y a aucun jet de pierre ou autre qui pourrait inciter les militaires à passer à l'action. Mais encore une fois, on reste prudent sur tout ce qui peut se passer dans les heures qui viennent ici. Henri Arnaud, en direct de Los Angeles, on voit cette image à droite, à gauche, ce défilé qui se poursuit à Washington. On est entré dans les troupes qui ont servi lors de la première guerre du Golfe. James Cohen, vous vouliez réagir ? Écoutez, je voulais juste ajouter quelques mots pour compléter peut-être la réponse à la question que vous avez posée. Je suis entièrement d'accord avec ce que j'ai dit. Les manifestations d'aujourd'hui étaient totalement en défense de l'état de droit qui s'en va chaque semaine un peu plus sous cette administration et il y a un grand courant de défense de l'état de droit et contre l'arbitraire de cette administration, mais il y a plus là-dedans aussi dans les manifestations d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de protestations contre les coupes budgétaires qui s'annoncent, qui montrent que les priorités sociales de cette administration sont tout le contraire d'une administration populaire, même si on caractérise souvent Trump de populiste, il n'y a rien de populaire là-dedans, c'est vraiment totalement antipopulaire et ça a été largement dénoncé aujourd'hui dans beaucoup de ces manifestations. Général Pellistrandi, un petit mot sur ces images de défilé. Voilà, donc là maintenant on rentre dans la période très contemporaine, c'est le fameux char M1 Abrams, donc c'est le char de la guerre du Golfe, bien sûr. Donc là, on est dans des moyens blindés lourds. Point particulier, les M1 Abrams, il y en a eu 31 qui ont été donnés à l'Ukraine, et c'était un véritable fiasco sur les champs de bataille parce que c'est un char extrêmement sophistiqué,
extrêmement compliqué à maintenir en conditions opérationnelles. Il faut énormément d'entretien. Et ça aussi, c'est un véritable sujet de préoccupation. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que le secrétaire d'État à la Défense, malgré tous ses défauts, se rend compte que la machine militaire américaine coûte extrêmement cher pour un rendement qui est peut-être pas aussi à la hauteur des investissements. Et donc c'est assez intéressant justement, notamment le char M1 Abrams est un bon exemple d'un engin très coûteux, finalement qui n'est pas très efficace. Et donc la question se pose, c'est valable pour l'US Army, mais c'est valable aussi pour l'US Air Force et puis pour l'US Navy, de la fiabilité et le coût. Avec, ne l'oublions pas néanmoins, le fait que, et ça sera très important dans 10 jours, à La Haye lors du sommet de l'OTAN, c'est que Donald Trump, lui, n'a qu'une seule obsession, c'est que les Européens lui achètent plein de matériel militaire. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte lors de cette parade. On va retourner voir Patrick Sauce qui est à Washington. Patrick, vous qui avez l'habitude de couvrir nos traditionnels défilés du 14 juillet, vous êtes un expert. Qu'est-ce que vous pensez de ce défilé américain ? Alors déjà, je vais rebondir sur le coût des chars Abrams. Vous savez qu'on part sur une estimation de 45 millions de dollars pour l'organisation de ce défilé. Environ un tiers ira à la reconstruction de la Constitution Avenue que vous voyez. Pourquoi ? Eh bien, à cause notamment de ces chars Abrams qui pèsent près de 60 tonnes chacun. Alors oui, on voit pas tellement. Je suis en train de regarder le retour qui m'a été installé par Brice Petit-Fils. Vous avez en fait des patins en plastique qui ont été mis. Oui, mais ça ne va pas suffire. Alors effectivement, on a aussi nous nos Charles Leclerc qui parfois font beaucoup de mal sur les pavés des Champs-Élysées. Je vais vous donner le fond de ma pensée. Ça manque un peu d'expérience. Oui, il y a la nonchalance un peu des soldats américains. Ça, c'est normal. Il y a un pas français, il y a un pas américain, mais il y a quelque chose d'assez haché. Et puis, oui, c'est peut-être la rigueur française sur les défilés qui est la mienne. Mais ce côté défilé aérien qui est un peu en décalé, pas tout à fait aligné, pour avoir eu l'immense chance de passer au-dessus des Champs-Élysées avec la patrouille de France. Vous êtes vraiment au millimètre pour que ça passe malgré le vent avec un PC, un poste de commandement qui se trouve sur l'Arc de Triomphe. Et bien là, ça arrive un petit peu au hasard. Vous avez des soldats qui représentent la Première Guerre mondiale et puis à côté, vous avez des bombardiers de la Seconde. Vous voyez, on est un petit peu comme ça. Mais encore une fois, il faut garder le terme américain. Ici, on dit parade pour dire défilé. C'est une parade américaine. Les gens sont en train d'applaudir le passage des chars Abrams. Ça fait beaucoup de bruit. On est dans la reconstitution un peu immersive et il faut peut-être le voir comme ça plus que dans le comparatif avec un défilé qui a lieu tous les ans depuis une bonne centaine d'années maintenant. Merci beaucoup Patrick Sauce. On voit certains soldats, Général Pellistrandi, qui font coucou à la foule. Chez nous, ça, c'est pas possible. Mais non, voilà, mais il y a cet aspect festif. Mais c'est le côté américain, plus sympathique peut-être. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, il y a aussi la vente de hot dogs, les barbecues, et voilà. Il y a ce côté festif, qui c'est pas dans notre culture. Oui, mais c'est un côté Williamsburg, bien sûr, Constitution, et je pense que c'est probablement dans cet état d'esprit que Donald Trump a pris quand il est venu en 2017. Pour lui, c'était l'occasion de refaire grandeur nature, ce que beaucoup de gens peuvent voir à Williamsburg ou ailleurs. Et donc, c'est dans l'esprit de la reconstitution historique. Voilà.